Price, dans l'Utah, fait partie des nombreuses villes américaines dont on n'entend presque jamais parler. C'est un peu normal dans la mesure où seuls 9000 âmes résident dans cette commune et, même si cela pourrait être une ville de taille honorable en France, à l'échelle des États-Unis, c'est microscopique. L'Utah également n'est pas l'État américain le plus agité. Pourtant, j'ai bien dit dont on n'entend presque jamais parler. Et le presque est important dans notre cas parce qu'il y a des exceptions et nous sommes en plein dedans. Le jeudi 30 juillet 1970, il fait chaud ce soir d'été. Heidi Jones, une petite fille de 4 ans, est bordée par sa mère Loretta. La soirée est bien avancée et il est temps pour elle d'aller se reposer. Le lendemain matin, il est approximativement 11h30. Heidi ouvre les yeux difficilement. Sa maman n'est pas venue la réveiller, mais après tout, c'est un samedi, il n'y a pas école et elle l'a laissé profiter de la matinée. Seulement, la petite fille n'entend aucun bruit dans la maison, ce qui est inhabituel, mais pas inquiétant. Loretta est peut-être à l'extérieur et s'apprête à rentrer d'une minute à l'autre. Heidi, curieuse, saute de son lit, se dirige vers la serrure de la porte de sa chambre pour regarder à travers le petit trou. Cela donne directement dans la pièce à vivre de la maison. La petite fille aperçoit quelque chose qu'elle ne comprend pas, alors elle ouvre la porte. Une fois le battant ouvert, elle balaye du regard la pièce et observe du sang absolument partout sur le sol. Le sang, c'est une première vision d'horreur. La seconde, c'est le corps de sa mère, Loretta, qui repose par-dessus cette flaque d'hémoglobine. À l'évidence, la maman d'Heidi a perdu connaissance. L'enfant l'a bien compris, malgré ses 4 ans, et court vers la porte d'entrée où elle voit l'un de ses voisins jouer devant chez lui. Le garçon remarque sa voisine et lui demande aussitôt si elle veut jouer avec lui. Heidi, quant à elle, a autre chose en tête. Elle lui crie que sa mère vient peut-être de perdre la vie. Cette annonce est absolument terrifiante, surtout sortant de la bouche d'une enfant de 4 ans. C'est cette raison qui pousse la mère du garçon à téléphoner immédiatement à la police à environ 11h40 pour signaler les événements aux autorités. Les forces de l'ordre débarquent au 468 Est de la 4e rue au bout de quelques minutes. En entrant dans le domicile des Jones, les policiers font aussitôt face au corps inanimé de Loretta, âgée d'à peine 23 ans. Malheureusement, il n'y a plus rien que les agents puissent faire pour sauver la vie de la jeune femme, qui a tragiquement perdu la vie. Ceci marque le début d'une enquête pour homicide. Des investigations de la sorte, il y en a beaucoup, mais dans ce cas précis, il semble que le tueur a été particulièrement brutal. Il y a des projections de sang très éloignées de l'endroit où repose le corps de la victime, faisant montre de la violence des coups qui ont été portés. Le sol, le canapé ainsi que les murs à proximité sont recouverts de ces traces rouges. La scène est absolument macabre. Les enquêteurs arrivent à leur tour sur place. Ils inspectent les lieux après avoir vu la violence de l'attaque qui a coûté la vie à la pauvre Loretta, et ils constatent rapidement que la porte arrière de la maison est toujours verrouillée, tandis que la porte d'entrée n'apparaît pas avoir été forcée. En tout cas, aucune trace d'effraction n'est relevée, signifiant ainsi que les probabilités sont fortes pour que le tueur soit connu de la victime, et qu'elle lui ait laissé le champ libre pour entrer dans le logement. C'est une première piste. Ensuite, les inspecteurs retournent observer la dépouille de Loretta. Ils remarquent que les vêtements de la jeune femme sont toujours sur elle. Seulement, il semble qu'ils ont été replacés. C'est alors que l'hypothèse d'un crime à caractère sexuel s'installe dans leur esprit. Le travail des enquêteurs est minutieux. Des fibres sont ramassées à côté du corps de Loretta Jones. Des morceaux du canapé ainsi que des tapis sont découpés pour être envoyés en laboratoire et analysés par des scientifiques. Les policiers se renseignent sur Loretta Jones. Ils pensent que le meurtrier connaissait la victime, qu'elle a certainement été agressée sexuellement, et donc, si des hommes suspects rôdaient dans son entourage, ils pourraient tout à fait être les auteurs du crime. Loretta Jones était une mère célibataire avec une très bonne entente avec tous les membres de sa famille. Depuis 4 ans désormais, elle partage sa vie avec sa fille Heidi, qui est née alors que Loretta n'avait que 19 ans, mais cela n'a pas empêché la jeune femme d'être une très bonne maman avec elle. Bien qu'elle soit seule pour élever son enfant, Loretta a toujours fait de son mieux pour prendre soin de sa fille, qui n'a jamais manqué de rien. D'ailleurs, la majorité de son temps, Loretta le passait avec Heidi, en allant au centre commercial pour se promener et manger une glace, lire des livres à deux ou bien s'occuper de bien d'autres façons encore. Loretta était donc une bonne mère.
En discutant avec ses proches, les inspecteurs découvrent qu'elle est également une personne très agréable et sans ennemis. La seule chose qui compte pour elle, c'est sa fille. Contre toute attente, ce n'est manifestement pas du côté des proches qu'il faut chercher, alors que l'instinct premier des enquêteurs les aurait menés vers cette direction. Ceci dit, pas de conclusion hâtive. L'investigation n'en est qu'à ses débuts et l'autopsie du corps pourra peut-être révéler de nouveaux éléments. Le médecin légiste se lance donc dans l'analyse des causes de la mort de Loretta Jones. Sans surprise, les 17 coups de couteau infligés à la victime sont à l'origine de son décès. La lame du tueur a frappé à 3 endroits principalement, dans le dos, le thorax et le cou de la victime. 17 coups de couteau, c'est beaucoup. C'est même énorme, et cela démontre l'acharnement dont a fait preuve le meurtrier. À ce stade, c'est personnel, ce qui conforte les inspecteurs de police dans l'idée que Loretta connaissait son assassin. Le médecin légiste est capable de délivrer des précisions sur l'arme du crime. Au regard des entailles laissées sur la peau de la victime, le couteau utilisé devrait posséder une lame de taille relativement petite. Malheureusement pour les policiers, sur place, aucun couteau possédant une telle caractéristique n'a été découvert. Ensuite, le médecin examine le cadavre afin de déterminer si l'agression comportait effectivement un caractère sexuel, comme les enquêteurs le pensaient après avoir observé la position des vêtements de la victime. Effectivement, Loretta Jones a bien subi un viol, et le sperme retrouvé sur la jeune femme enlève les derniers doutes à ce sujet. Ce sperme retrouvé pourrait s'apparenter à une avancée majeure dans la résolution de l'enquête, mais pas du tout. Nous sommes dans les années 1970 et l'ADN n'en est qu'à ses balbutiements. Les tests ADN réalisés dans le cadre des affaires criminelles n'arrivent qu'à partir de la décennie suivante, et donc, pour le moment, il n'y a rien d'utile avec cette découverte. Il est impossible de définir si le tueur est un proche de Loretta ou bien un rôdeur qui passait dans le coin. Cependant, les technologies autour de l'ADN sont en pleine évolution. Par précaution, des cheveux ainsi que les ongles de Loretta sont prélevés et stockés pour être utilisés plus tard en cas de test si nécessaire. L'étape suivante pour le médecin légiste est d'analyser les blessures non mortelles qui recouvrent le corps de la victime. Et ce moment de l'examen choque tout le monde. Le médecin légiste arrive à la conclusion suivante. Loretta ne s'est pas défendue lorsqu'elle se faisait transpercer le corps à 17 reprises. Comment expliquer une telle chose? Pourquoi la jeune femme n'a-t-elle pas combattu pour sauver sa vie? C'est d'autant plus surprenant qu'habituellement, dans ce genre d'attaque, les blessures défensives sont nombreuses. Or, dans le cas de Loretta, elles sont absentes, ou quasiment, puisqu'une seule est relevée par le médecin légiste, au niveau du poignet de la victime. Il faut être totalement honnête, à ce niveau de l'investigation, les inspecteurs sont totalement perdus. Ils ne comprennent pas qui aurait pu s'en prendre ainsi à Loretta pour qu'elle n'oppose aucune résistance. Afin de suivre le bon chemin, les policiers décident de poser des questions à l'autre personne présente dans la maison le soir du meurtre, Heidi, la petite fille de Loretta. L'enfant n'est âgée que de 4 ans, mais elle pourrait être un témoin clé dans l'affaire du meurtre de sa mère. Les enquêteurs posent donc les premières questions à la fillette. Celle-ci est dans un état de colère après qu'un assassin se soit introduit chez elle et sa mère pour prendre la vie de cette dernière. Les larmes coulent sur les joues de Heidi, mais elle est formelle dans ses propos. À aucun moment elle n'a entendu sa mère crier durant la nuit. Et si cela avait été le cas, elle est certaine que cela l'aurait sortie de son sommeil. Heidi n'en démord pas. C'est alors que les enquêteurs réalisent. Si effectivement la fillette n'a rien entendu et que Loretta ne s'est pas défendue face à son assassin, c'était pour sauver la vie de son enfant. Les cris auraient alerté Heidi. Elle serait allée à la rencontre de sa mère qui n'aurait rien pu faire pour la secourir face à un individu armé. Elle s'est donc laissée faire pour que le tueur pense qu'elle était bien seule chez elle ce soir-là. Cette théorie, bien que totalement crédible, donne froid dans le dos. Le courage dont a dû faire preuve Loretta lors de cette épreuve ne peut être simplement décrit avec des mots. La vie de sa fille passait avant tout, et si les événements se sont déroulés ainsi, elle a véritablement agi en héros. Même pour les enquêteurs les plus expérimentés, cette situation est absolument inédite et complètement hors du commun. Malgré ce contexte absolument effrayant, il faut continuer d'avancer dans l'enquête. Alors que les policiers tentent de reconstituer les événements qui ont précédé le meurtre de Loretta Jones, ils font une découverte qui leur donne froid dans le dos à nouveau. La même journée du meurtre, à seulement 3 rues de la maison des Jones, une petite fille nommée Laurie joue à l'extérieur de chez elle. Tandis qu'elle se trouve seule, dehors, toute seule, un homme approche discrètement derrière elle.
La fillette ne remarque rien, mais rapidement, une main d'homme recouvre sa bouche et un bras entoure son corps. L'individu essaye de tirer l'enfant loin de sa maison devant laquelle elle est en train de jouer. Laurie est obligée de sentir l'odeur des mains de l'homme. C'est celle de la graisse, une graisse alimentaire comme celle servant à cuire des aliments. La fillette comprend qu'elle est en mauvaise posture. Elle a beau se débattre, le ravisseur est plus fort. Seulement, il commet une erreur. Sa main qui recouvrait la bouche de Laurie glisse alors que la petite fille essaye de se défaire de l'étreinte. Il n'en faut pas plus pour que Laurie lance un cri puissant en utilisant tout l'air disponible dans ses poumons. Un son aussi inattendu qu'effrayant pour l'homme qui préfère choisir la fuite. Si tous ces détails sont disponibles, c'est parce que dans la foulée, la police a été contactée. Des agents ont donc recueilli la déposition de l'enfant. Les enquêteurs chargés de résoudre le meurtre de Loretta Jones récupèrent donc ces informations précieuses et, bien entendu, supposent directement que l'individu auteur de la tentative d'enlèvement sur la petite Laurie pourrait tout à fait être derrière l'assassinat de Loretta Jones. Alors, cela paraît logique comme façon de déduire les choses, mais j'ai traité d'une histoire se passant à Bâton Rouge qui vient très clairement remettre en question cette théorie, même si ce sont des événements qui ne se produisent pas tous les jours, heureusement. Je vous mets le lien en description pour ceux qui ne l'auraient pas vu. Et au passage, vous pouvez vous abonner, c'est juste là. Bon, les policiers pensent donc que les attaques sur Laurie et Loretta sont liées, puisqu'elles se sont produites quasiment au même moment et au même endroit. Mais aussi parce que dans les années 70, à Price, il n'y a pas ce genre de criminalité. Il y a donc trop de coïncidences pour que ce ne soit pas une personne identique derrière ces crimes. Cet individu est donc extrêmement dangereux. Il est primordial de lui mettre la main dessus le plus rapidement possible. Il se peut d'ailleurs que la chance soit avec les policiers. À environ 120 km de Price, à proximité de la ville de Provo, toujours dans l'Utah, des agents de police ramassent un autostoppeur. En le fouillant, ils découvrent dans l'une de ses poches un couteau, mais surtout, l'arme est encore tachée de sang. Avec le crime sordide qui a secoué toute une partie de l'État quelques jours auparavant, il n'en faut pas plus pour que l'individu soit suspecté d'être l'auteur du meurtre et embarqué pour un interrogatoire au poste de police de Price. En plus, la police possède un atout non négligeable dans son jeu, la petite Laurie, qui pourra peut-être identifier son agresseur. L'homme est donc installé dans une salle en vue d'un interrogatoire. Aussitôt, Laurie est amenée au poste de police pour l'identification. La petite fille observe attentivement l'homme qui se tient devant elle. La fillette est sûre d'elle. Il ne s'agit pas de l'homme qui a tenté de l'enlever. Bien qu'il soit équipé d'un couteau taché de sang, rien ne permet de garder l'homme dans les locaux de la police. Il a été embarqué à plus de 100 km du lieu du meurtre. L'une des victimes ne l'a pas reconnu, et le sang peut tout à fait être d'origine animale. Il n'y a pas d'autre choix que de libérer l'autostoppeur. Le mardi 4 août 1970, Loretta Jones est enterrée sous les yeux de sa fille Heidi, qui ne comprend pas réellement les événements qui se déroulent. Mais une fois le cercueil placé sous terre, la fillette comprend qu'elle ne reverra plus jamais sa mère et se met à pleurer toutes les larmes de son corps. Pourtant, cet enterrement est loin d'être un point final à l'histoire de Loretta Jones. Les jours s'écoulent, l'investigation sur le meurtre de Loretta Jones se poursuit, mais les pistes se font rares et les policiers ne parviennent plus à avancer. C'est alors que la grand-mère de Heidi rend visite aux enquêteurs en charge de l'affaire. Elle leur explique que la petite fille s'est confiée à elle. Elle a même rédigé le déroulé de la nuit quand sa mère a été assassinée. Visiblement, le nouveau témoignage de l'enfant est drastiquement différent des premières réponses données aux policiers lorsque ceux-ci s'étaient adressés à elle tout de suite après leur arrivée sur le lieu du crime. Et c'est entendable, Heidi a découvert le corps de sa mère, transpercé à 17 reprises, recouvert de sang. Son esprit a tout à fait pu altérer sa lucidité sur le moment. En tout cas, voici la nouvelle version de la fillette de 4 ans. J'ai entendu des pas, et il a dit « Je vais te tuer ». J'ai entendu un bruit sourd, maman est tombée, elle était morte. Je l'ai vue à travers le trou de ma porte. C'est Tom qui a tué ma mère. On dirait Tom. Un nom est lâché, Tom. D'après Heidi, ce serait un ami de sa maman. Il serait déjà venu à la maison. Cette fois, il y a du concret. Les inspecteurs retournent donc examiner la moindre preuve en leur possession pour tenter de trouver un lien entre Loretta et un certain Tom. Par chance, la jeune femme tenait un journal intime. De façon encore plus chanceuse, elle rédigeait le moindre événement se produisant dans sa vie à l'intérieur de ce cahier. Si un homme nommé Tom a croisé le chemin de Loretta à un moment donné dans sa vie,
Ce sera certainement inscrit sur ces pages. Il faut éplucher un nombre important de pages. La moindre ligne, le moindre mot pourrait être un indice potentiel et, finalement, le nom de Tom apparaît dans ce journal intime. Tom Egley, plus précisément. C'est un ancien petit ami de Loretta qui l'aurait fréquenté durant 2 mois, mais au bout du compte, la relation n'aurait pas tenu. D'après le journal intime de Loretta, la rupture n'avait rien d'exceptionnel. Chacun aurait repris sa vie de son côté, et c'est ainsi qu'il serait passé à autre chose. Dans la foulée, les enquêteurs recherchent activement Tom Egley pour l'interroger à propos de son emploi du temps le soir du 30 juillet 1970. L'homme n'est pas difficile à trouver et il coopère avec les forces de l'ordre qu'il suit jusqu'au poste de police. Les inspecteurs ne perdent pas de temps. Dès le début de l'entretien, ils posent les questions concernant le meurtre de Loretta Jones et Tom Egley répond qu'il n'est pas mêlé à cette agression. Le 30 juillet, il faisait de l'autostop pour se rendre à Price. Sur le chemin, avec les personnes qui le conduisent, il s'arrête quelques instants dans un bar nommé le Highway Rendez-vous pour boire une bière avant de reprendre la route et d'être déposé à sa destination. Là-bas, il a mangé un morceau. Comme il n'y avait rien à faire en ville, l'homme est retourné à pied au Highway Rendez-vous pour reprendre une bière avant d'être à nouveau déposé chez lui grâce à des clients. Cependant, Tom Egley admet connaître Loretta Jones, mais ce jour-ci, il n'était pas dans son quartier ou même à proximité de celui-ci lorsqu'elle a été assassinée. Les enquêteurs ne boivent pas simplement les paroles de l'individu en face d'eux. Il a donné suffisamment de renseignements pour que les policiers puissent vérifier l'alibi de cette personne. C'est donc ce qu'ils font en se rendant directement au Highway Rendez-vous. Sur place, la propriétaire du bar confirme que Tom Egley est un client régulier et que le 30 juillet, il est bien passé boire une bière sur son chemin pour se rendre à Price, puis lors de son retour à environ 23h30. Tom Egley semble donc avoir dit la vérité, ce qui embête les inspecteurs. Simplement, la propriétaire du bar n'a pas terminé ses explications, et elle précise que durant le 2e passage de Tom Egley, elle a remarqué sur sa chemise des petites taches, et l'homme lui aurait calmement indiqué qu'il s'agissait de peinture rouge. Bien sûr, des taches rouges sur une chemise, cela éveille aussitôt les soupçons des policiers, qui demandent naturellement à celui qui est désormais leur suspect s'ils sont autorisés à récupérer les vêtements qu'il portait ce soir-là. L'homme ne s'y oppose absolument pas. Il donne donc aux inspecteurs un pantalon ainsi qu'une chemise, tout en indiquant que la peinture présente sur sa chemise lors de sa sortie avait été nettoyée entre-temps. Les policiers sont très curieux. Ils font alors une requête supplémentaire à leur suspect et souhaitent visiter et fouiller son appartement, ce à quoi il consent. En cherchant des indices incriminants, les inspecteurs découvrent un couteau, de la taille correspondant à l'arme du crime dans leur affaire. Les enquêteurs pensent alors qu'ils tiennent leur homme. Ils demandent donc à Tom Egley s'ils peuvent récupérer le couteau et une nouvelle fois, le suspect acquiesce. Il va même plus loin en expliquant qu'il possède toute une série de lames et qu'il les cède toutes à la police si besoin. Tous les indices récoltés chez Tom Egley sont envoyés à l'antenne du FBI à Washington afin que tout soit analysé en laboratoire. En attendant, la petite Lori est rappelée par les agents de police parce qu'elle pourrait bien être la clé dans cette investigation. Une nouvelle fois, l'enfant doit faire face à un suspect et indiquer aux enquêteurs s'il correspond à l'homme qui a essayé de l'enlever la veille du meurtre de Loretta Jones. La fillette est donc amenée à l'endroit où se trouve Tom Egley. Lori observe attentivement le suspect des policiers avant de se tourner vers les inspecteurs pour leur indiquer que c'est bien lui, l'homme qui a tenté de l'enlever. Immédiatement, Tom Egley est placé en état d'arrestation pour la tentative d'enlèvement sur Lori Culloh. Pour les policiers, cela signifie qu'ils viennent également de mettre la main sur le tueur de Loretta Jones. Mais ont-ils raison de poursuivre dans cette voie ? Lori a reconnu celui qui a tenté de l'enlever le 30 juillet 1970. Tom Egley est donc placé en état d'arrestation pour ce crime. Mais désormais, il faut démontrer qu'il est également impliqué dans le meurtre de Loretta Jones. Et cette partie s'avère bien plus difficile. Ce n'est qu'au bout de plusieurs semaines que les résultats du laboratoire du FBI reviennent aux enquêteurs chargés de résoudre l'affaire. Il y a des résultats intéressants parce que sur les habits du suspect, des fibres sont découvertes et elles correspondent à celles présentes chez Loretta Jones. Simplement, sur les couteaux, aucune trace de sang n'est relevée. Il en est de même sur les vêtements de Tom Egley. Ce deuxième point pose un problème à la police. Elle ne peut pas inculper cet homme pour le meurtre de Loretta.
Les fibres ne sont pas suffisantes. Non seulement Tom Egley a indiqué avoir fréquenté Loretta Jones et être allé chez elle, mais en plus, ce sont des fibres provenant d'articles vendus au grand public. Elles ne sont pas uniques en leur genre. Le sang de la victime, présent sur l'un des objets du suspect, en revanche, aurait été un bon départ en vue de démontrer la culpabilité de l'homme. Et il faut se rendre à l'évidence, les enquêteurs sont incapables de prouver son implication, bien que cela ne les empêche aucunement d'être persuadés qu'il est le meurtrier. Cette simple conviction ne suffit pas, et après 1 an d'enquête pour tenter de démontrer la culpabilité de leur suspect dans ce meurtre, sans nouvel élément, l'affaire est finalement classée. Tom Egley doit tout de même répondre de ses actes après la tentative d'enlèvement qu'a subie la jeune Laurie Culloh. Pour ce comportement, l'homme ne sera condamné qu'à purger une peine d'emprisonnement de 3 mois et, sans autre charge pesant contre lui, il est finalement relâché après cette période derrière les barreaux. L'affaire de Loretta Jones, quant à elle, tombe aux oubliettes des années durant. En 1989, 19 ans après les faits, Heidi a bien grandi et désormais elle est âgée de 23 ans, le même âge que sa mère lorsqu'elle a été brutalement assassinée. À cette période, la jeune femme tente le tout pour le tout en contactant la police de la ville de Price, le bureau du shérif et le FBI afin de relancer l'affaire de sa maman éteinte depuis presque 2 décennies à présent. Malheureusement, aucun de ces efforts ne portera ses fruits, malgré des dizaines de courriers envoyés à toutes ces institutions. Les années s'écoulent à nouveau. Le 4 juillet 2009, date de la célébration de l'indépendance des États-Unis, Heidi se fait dérober sa voiture. Le lendemain, le 5 juillet, Heidi partage l'information à ses amis par un post sur Facebook. L'une des copines de Heidi, en commentaire, lui indique qu'elle connaît un agent de police travaillant pour le bureau du shérif du comté de Carbon, celui-là même en charge de l'affaire de Loretta Jones. Heidi comprend qu'il y a une opportunité à saisir et finalement rencontre cet agent lors d'un festival se tenant à Price et au cours duquel celui-ci était en poste pour s'assurer que tout se passe bien durant les festivités. Heidi croise sa route puis aborde le sujet du meurtre de sa maman. Elle n'hésite pas à solliciter l'aide du shérif en lui expliquant que l'affaire a été classée, mais qu'elle souhaite du plus profond de son cœur que justice soit rendue à sa mère. L'agent écoute attentivement Heidi. Il n'a jamais eu vent de cette affaire qui s'est déroulée il y a quasiment 39 ans désormais. Le policier est tout à fait enclin à rouvrir l'affaire et il souhaite s'y atteler dès son retour au bureau. Simplement, il y a un obstacle qu'il n'avait pas anticipé. Le dossier de l'homicide de Loretta Jones a disparu. Avec le temps, ce n'est pas surprenant que des dossiers se perdent, mais dans ce cas précis, c'est embêtant pour rouvrir une affaire classée sans suite. Heidi donne donc tous les détails qu'elle possède, ainsi que la seule photo du lieu du crime. C'est une image qui rend perplexe le policier, puisque l'on peut voir au premier plan l'endroit du meurtre de Loretta, avec des traces évidentes encore présentes au sol. Puis au second plan, Heidi se tenant debout au milieu de cette scène macabre. Pourquoi les policiers, presque 40 ans auparavant, ont-ils pris un tel cliché? À quoi cette photo pouvait-elle bien servir? Le policier n'en a aucune idée, mais c'est la seule photo existante, alors il va falloir travailler avec. En examinant attentivement le cliché, l'agent espère déceler des indices qui seraient passés sous le nez des premiers enquêteurs dans les années 70. Et il y a une chose qui retient son attention. Derrière Heidi qui se tient debout, il y a une sorte de rideau de perles typique de cette époque. Lorsqu'il y a eu une agression au couteau, évidemment du sang de la victime est projeté. Mais les policiers savent aussi, avec les avancées médico-légales, que du sang du tueur lui-même peut être projeté également. Planter une lame dans le corps d'une personne est un acte violent qui peut occasionner des blessures à l'assaillant. Malheureusement, l'enquête date de 39 ans. Il n'y a aucune chance pour que ces rideaux de perles existent encore. Et pourtant, Heidi indique le contraire. Sa grand-mère a conservé absolument toutes les affaires de Loretta dans son garage et rien n'a été jeté. La probabilité pour que ce rideau soit encore existant près de 40 ans après le meurtre était quasiment nulle. Et pourtant, le voici dans les mains de la police scientifique à présent. Une analyse en laboratoire est commandée, et il se pourrait bien que la clé du mystère se trouve sur ces perles. L'autre inconvénient de la perte du dossier de Loretta Jones, c'est qu'il n'y a aucune note des premiers enquêteurs. L'agent du bureau du shérif doit donc composer avec les récits qu'il trouve dans les journaux de l'époque. Mais ce n'est finalement pas si compliqué, parce que l'affaire a été suffisamment médiatisée pour comprendre qui en étaient les acteurs majeurs.
Bien sûr, le nom qui ressort le plus est celui de Tom Egley, mais d'autres témoins apparaissent au fil des lignes, et l'un d'entre eux explique aux policiers qu'ils devraient s'intéresser à la petite amie du suspect. Elle s'appelle Marsha Down, et elle est donc activement recherchée par les agents du bureau du shérif qui reprennent l'affaire de Loretta Jones. Elle est vite retrouvée et un entretien démarre avec elle. Marsha se souvient comme si c'était hier du soir où Tom est rentré. Il était 3 ou 4 heures du matin, mais ce n'est pas ce qui l'a marqué à vie, c'est son attitude après avoir franchi le pas de la porte. Son petit ami de l'époque s'est directement dirigé vers la salle de bain. Il a rempli la baignoire où il a plongé complètement habillé à l'intérieur. Il ne s'est pas contenté de s'asseoir dans l'eau, à l'évidence, il nettoyait ses vêtements. Mais le plus curieux, c'est que le lendemain, il est retourné à la laverie pour faire une machine de ces mêmes vêtements qu'il avait lavés dans la baignoire la veille. Ce comportement n'a ni queue ni tête, sauf si l'on vient de commettre un meurtre extrêmement brutal et que le sang a giclé de tous les côtés. Marsha raconte également qu'en revenant de la laverie, un bon nombre de ses vêtements n'étaient plus avec Tom. Son petit ami lui a donc indiqué qu'il s'était débarrassé d'une bonne partie, parce qu'ils étaient soit trop usés, soit troués. Évidemment, les policiers comprennent pourquoi Tom Egley était déjà le suspect principal à l'époque. Tout simplement parce qu'il est évident qu'il est impliqué dans un crime. Mais il faut le prouver. Puisque le suspect principal dans le meurtre de Loretta Jones 40 ans auparavant est également le suspect principal dans la rouverture de l'enquête sur cet homicide, les policiers ne se gênent pas pour retrouver celui à qui ils aimeraient adresser la parole en vue d'obtenir quelques explications. Tom Egley est dorénavant âgé de 70 ans et vit dans le Colorado à Rocky Ford, bien loin de Price. Les enquêteurs lui rendent visite et lui demandent s'il a une idée pourquoi la police débarque chez lui ainsi. Manifestement, il est lucide, puisqu'il explique que l'une de ses anciennes petites amies a été assassinée. Les inspecteurs souhaitent savoir s'il connaît le nom de cette petite amie, et Tom Egley répond que non, il ne s'en souvient plus. La question suivante concerne donc ses occupations le soir du meurtre de Loretta Jones, et l'homme répond ce qu'il avait déjà annoncé 40 ans plus tôt. Il a fait de l'autostop, mangé un hamburger, bu de la bière lors d'un aller-retour entre Price et son domicile. Cette réponse étonne les enquêteurs. Cet homme est capable de se souvenir ce qu'il a fait il y a 4 décennies, mais ne se rappelle plus le nom d'une personne qu'il a fréquentée durant 2 mois. Une personne qui a fait la une des journaux et dont le nom a résonné durant des jours dans sa tête après des interrogatoires avec les premiers policiers sur l'enquête. C'est comme si Tom Egley se baladait avec une pancarte sur la tête avec écrit « Je suis le tueur ». Sauf qu'à ce petit jeu, il gagne depuis presque 40 ans. S'il est vraiment le meurtrier de Loretta Jones, alors comment faire pour prouver un crime que les premiers policiers n'ont pas réussi à démontrer, des dizaines d'années plus tard, sans le dossier originel? Dans les années 70, les enquêteurs n'avaient pas de preuves solides, mais autour des années 2010, il y a ce rideau de perles qui est analysé par le laboratoire du département criminel de la police. Perle après perle, les scientifiques contrôlent le moindre résidu à la recherche de la clé de toute cette histoire, le sang de l'assaillant. Après des semaines d'un travail monumental, les résultats tombent. Il n'y a rien. Et là, ça fait mal. C'est comme si ce suspect bénéficiait d'une chance infinie. Seule une preuve directe manque, mais elle ne vient pas. Simplement, ce n'est pas envisageable pour le bureau du shérif de laisser à nouveau tomber l'enquête alors que le meurtrier est évident. Les policiers se concentrent donc sur les affaires très anciennes qui ont fini par être résolues, les fameux cold cases. C'est alors qu'une technique extrême, mais qui pourrait enfin débloquer toute la situation, est mise en lumière, l'exhumation du corps de Loretta Jones. Les sciences médico-légales ont révolutionné la manière de mener les enquêtes durant les 46 dernières années. L'exhumation du corps de la victime pourrait révéler des éléments ignorés par les premiers enquêteurs, faute de connaissances suffisamment avancées en la matière. Mais pour qu'une exhumation puisse avoir lieu, il faut l'accord de la famille. Seulement les policiers n'ont absolument aucun mal à obtenir celui de Heidi Jones, qui n'attend qu'une chose, que le tueur de sa maman soit enfin puni. Alors certes, les sciences médico-légales ont évolué depuis plus de 40 ans, mais que peut-on rechercher sur un corps enterré depuis au moins aussi longtemps? Sans surprise, pas grand-chose. Désolé de vous le dire, mais il y a de fortes chances pour que vous finissiez en pas grand-chose. Après, peut-être que certains d'entre vous se réincarneront en vers de terre, on ne sait pas.
Quoi qu'il en soit, la police scientifique espère que les ongles de Loretta Jones soient toujours présents, et normalement ils devraient l'être, ce qui permettrait de découvrir des éléments qui se trouveraient en dessous éventuellement. L'espoir est d'autant plus grand que le cercueil de la jeune maman fut enterré dans un caveau en ciment, augmentant ainsi les probabilités pour que des preuves soient parfaitement conservées. Le pire ennemi de l'ADN, c'est l'humidité. Dès lors qu'un cercueil est humide, la plupart des traces génétiques disparaissent, mais le caveau en ciment devrait avoir empêché les infiltrations d'eau. Mais les policiers ne se contentent pas de simplement exhumer le corps de Loretta Jones. Pour voir la réaction de leur principal suspect, ils vont monter l'affaire en épingle et faire appel aux médias qui trouvent cette procédure fascinante. Ce n'est pas tous les jours qu'un cadavre est exhumé pour le bien d'une enquête. Plus de 45 ans après les faits, en 2016, seul le tueur de Loretta pourrait s'inquiéter d'une telle chose, et les enquêteurs le savent. C'est pour ça qu'ils s'assurent que l'information atteigne le Colorado et la petite ville de Rocky Ford où vit Tom Egley. Les inspecteurs savent que Rocky Ford est une toute petite ville où les commérages se répandent à une vitesse hallucinante. Il suffit qu'une poignée de personnes apprennent la nouvelle pour qu'elle arrive aux oreilles de celui qui les intéresse, dans le cas où elle ne lui serait pas parvenue directement. L'exhumation a lieu le 7 juin 2016. C'est un moment de tension pour toutes les personnes investies dans la résolution de cette enquête. Extraire un cadavre de sa tombe est une opération extrêmement délicate. Alors tout le monde espère que cet effort aura un intérêt en vue de coincer le meurtrier. Le cercueil est donc tiré de terre. Les policiers songent déjà aux éléments qui pourraient être récupérés sous les ongles de la victime. Tandis qu'un treuil soulève le coffrage en béton, tous les yeux sont rivés sur l'objet. Mais d'un coup, des frissons parcourent l'échine des enquêteurs. Ils ne viennent pas de voir un fantôme, mais de l'eau, en forte quantité coulée depuis le coffrage en béton au sein duquel se trouve le cercueil de Loretta Jones. Et c'est une très mauvaise nouvelle. C'est précisément la crainte qu'avaient les policiers. De l'eau. L'humidité est la pire ennemie de la science médico-légale parce qu'elle efface les traces exploitables et forcément, en voyant un torrent d'eau s'échapper du cercueil, les inspecteurs ainsi que les scientifiques de la police sont totalement découragés. Maintenant que le cercueil est sorti de terre, il n'est plus question de faire machine arrière de toute manière. Et si l'eau a effacé l'ADN, peut-être qu'un autre élément viendra aider les forces de l'ordre, même s'il semble que le meurtrier joue d'une chance insolente depuis ce crime. Le coffrage en béton est placé sur la remorque du camion qui doit transporter le vestige dans un entrepôt afin de démarrer les expertises médico-légales. Une fois à l'entrepôt, c'est la partie la plus délicate de l'opération qui démarre, l'ouverture du coffrage en béton, puis du cercueil qui se trouve à l'intérieur. L'exhumation d'un corps dans le cadre d'une enquête criminelle est un événement très rare, et les scientifiques de la police n'ont jamais procédé à une telle chose. Mais il y a une première fois à tout, et ils s'y collent. Mais deuxième mauvaise nouvelle, après l'eau, la partie supérieure du cercueil s'est effondrée et il ne reste plus que des morceaux de bois en partie pourris par l'humidité. C'est la pire des situations. L'eau a pénétré non seulement dans le coffrage en béton, mais également à l'intérieur du cercueil. Les restes de Loretta Jones ont été immergés des années durant dans l'eau, s'étant infiltrés à l'intérieur du cercueil, où elle avait pris place pour son repos éternel. L'eau a tout ravagé. Il n'y a plus rien que la police scientifique puisse extraire du cercueil. L'ADN, s'il y en avait, est totalement détruit. Pareil pour des résidus éventuellement restés coincés sous les ongles de la victime. L'exhumation, qui était l'un des derniers espoirs, s'avère être un échec total. C'est d'autant plus rageant que les policiers sont convaincus que Tom Egley est le tueur. Cela fait plus de 40 ans qu'il profite d'une liberté injuste, mais l'eau est un véritable coup de poignard pour l'enquête. Les inspecteurs n'ont absolument plus rien. La police n'a absolument aucun élément pour relier Tom Egley au meurtre de Loretta Jones. Pourtant, les inspecteurs refusent que l'investigation se stoppe ainsi, alors que le coupable profite de la vie. Mais sans preuve directe, pas d'arrestation. Alors les enquêteurs décident qu'il est temps de bluffer. L'information de l'exhumation de la tombe de Loretta Jones avait fait l'objet d'une mention dans les médias locaux. Les journalistes ont donc suivi le déroulé de l'affaire et ont sollicité les policiers afin de connaître le résultat de cette exhumation. C'est le moment pour les enquêteurs de tenter un coup de poker. Personne d'autre qu'eux n'est au fait que les preuves ont entièrement été ravagées par l'eau. Alors une réponse spécifique est transmise aux journalistes. Les policiers vont expliquer qu'ils ne sont pas en capacité de dévoiler tous les détails des examens médico-légaux,
mais qu'ils sont très enthousiastes quant aux résultats après les analyses effectuées sur le corps de la victime. Cette simple phrase suffit amplement. Les gens ensuite feront le reste en parlant, en théorisant et en colportant des ragots. En attendant, la dépouille de Loretta doit être replacée sous terre, et elle l'est, plus tard le même jour, sous les yeux de sa fille Heidi, qui comprend que les policiers ont fait tout ce qui était en leur pouvoir, avec pour objectif d'arrêter le tueur de sa maman. Le lendemain, une femme nommée Linda téléphone au commissariat après avoir vu la couverture médiatique à propos de l'exhumation du corps de Loretta. Elle connaissait la famille de la victime, et après le meurtre, elle est retournée sur place afin de récupérer des affaires appartenant à Heidi. C'est alors qu'elle dit à l'inspecteur de police au téléphone que Loretta a inscrit le nom de son assassin dans son propre sang. Le policier a du mal à croire ce qui lui est expliqué. Cela semble être tout droit sorti d'un film, mais la femme insiste et maintient sa version. Alors, les enquêteurs reprennent la seule photo du lieu du crime en leur possession, celle avec Heidi se tenant debout à côté du sang de sa propre mère. Avec des améliorations de couleurs, les policiers découvrent qu'un T ainsi qu'un O sont effectivement dessinés dans le sang de la victime. Loretta a donc inscrit les premières lettres du prénom de Tom Egley, mais manifestement, son cœur lui a fait perdre la vie avant qu'elle ne réussisse à terminer. Cette révélation donne des frissons, et pointe encore une fois en direction du principal suspect, Tom Egley. Mais malgré tout, cela reste insuffisant afin de l'envoyer derrière les barreaux. Il est évident que les forces de l'ordre ne parviendront plus à obtenir de preuves matérielles contre Tom Egley. Il ne reste donc plus qu'une seule solution pour le faire condamner, obtenir des aveux. Et comment réussir un tel exploit alors que depuis 40 ans le suspect tient bon ? C'est là qu'un nouveau coup de téléphone fait basculer toute l'investigation. Une femme nommée Lisa Carter appelle la police de Price. Elle a lu les nouvelles. Un article a retenu son attention, celui concernant l'exhumation du corps de Loretta Jones. En se renseignant, elle découvre que le suspect principal n'est autre que Tom Egley. Et Tom Egley, c'est son voisin. En discutant avec les policiers, elle finit par offrir son aide aux autorités afin d'obtenir les aveux tant espérés par les enquêteurs pour faire tomber le suspect numéro 1 dans cette affaire de meurtre. C'est une opportunité inespérée. Évidemment que Tom Egley n'offrira jamais aux inspecteurs les confessions qu'ils attendent. Mais auprès d'une personne de confiance, sa langue pourrait se délier. C'est l'ultime stratégie, et si elle échoue, le suspect ne sera plus jamais inquiété par les policiers, qui auront épuisé tous les moyens. Lisa Carter connaît très bien Tom Egley, il lui fait totalement confiance. Alors les policiers détaillent ce que la femme doit réussir à faire dire au suspect. Un script est mis en place, et quelques semaines plus tard, Lisa rencontre Tom sur son porche avant d'entamer une discussion que la complice de la police enregistre. Lisa n'y va pas frontalement, elle parle d'abord des informations, de l'ADN qui a été découvert et Tom Egley écoute simplement dans un premier temps. They found DNA, semen, when they exhumed the body. I did find out that because Utah is so dry, the desert-like climate preserves evidence. They have damning evidence. DNA is in her vagina. Then touch DNA on those panties. Mais au bout de 3 semaines et à force de discuter de manière presque amicale, Lisa réussit à faire dire une chose impensable au suspect numéro 1 de la police de Price. Were you drunk? I was drunk, yeah. So you guys had consensual sex? Yeah. Yeah, it was consensual. It wasn't rape. You remember having sex with her and then what? I lost it. I cut her throat, and I just lost it. Des aveux. C'est la première fois que ces mots sortent de la bouche de Tom Egley. C'est une première victoire pour les enquêteurs, mais ce n'est pas gagné non plus. Ces aveux sont un peu trop courts, il faut plus de détails. Des détails que seul le tueur peut connaître. C'est alors que Lisa va jouer à nouveau un rôle crucial. Elle demande à Tom Egley s'il serait prêt à répéter l'histoire à la police. Et contre toute attente, après plus de 4 décennies à pourchasser le tueur, celui-ci accepte de tout raconter aux inspecteurs. I remember going over there. I'd had a few drinks before then. I don't remember stabbing her or anything like that. I do remember cutting her throat. And then I left. Where did you dispose of the knife? I've been thinking about that. I've been trying to think about it. I think I threw it in the river. Après toutes ces années, en sachant pertinemment qui était l'assassin de Loretta Jones, les enquêteurs réussissent enfin à résoudre l'affaire après plus de 45 ans.
Les enquêteurs tiennent tout ce dont ils ont besoin pour inculper Tom Egley du meurtre de Loretta Jones. Au cours du mois d'août 2016, Tom Egley est donc placé en état d'arrestation pour le meurtre de Loretta. Au mois d'octobre de cette même année, son procès est ouvert et l'homme plaide coupable du meurtre de la mère d'Heidi Jones. Sa culpabilité étant reconnue, Tom Egley est condamné à une peine d'emprisonnement allant de 10 ans jusqu'à la perpétuité et finalement, le meurtre sauvage de Loretta Jones aura été résolu et justice aura été rendue. Alors bien sûr, Tom Egley a profité de ses plus belles années en étant libre, alors même que tout le monde était persuadé de son implication dans le meurtre, mais Heidi, la fille de Loretta, voit un poids s'envoler en sachant que finalement, cet homme a été condamné pour son acte monstrueux. Soulignons aussi le travail acharné de la police et du bureau du shérif du comté de Carbon, sans quoi Tom Egley n'aurait jamais été condamné pour ses actes. Si vous êtes arrivé jusqu'au bout de cette vidéo, écrivez Colorado en commentaire, j'espère que vous avez apprécié que je vous raconte cette histoire complètement folle. N'hésitez pas à vous abonner, je vous remercie de m'avoir regardé et je vous dis à très vite. Bye.